Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la révision constitutionnelle qui a du plomb dans l'aile. François Hollande recevra demain les présidents des deux assemblées et le chef de l'État devrait trancher dans la foulée. Ses chances de réunir le Congrès sont minimes. Et déjà, un autre débat s'installe, celui de la perpétuité réelle pour terrorisme. Alors, faux débat ou vraie question? On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie. Il n'est ni le premier ni le dernier patron du CAC 40 à déclencher un tollé à l'annonce du montant mirobolant de son salaire. Carlos Tavares, président du directeur de PSA Peugeot Citroën, a vu le sien doubler en 2015 pour dépasser les 5 millions d'euros. Les syndicats sont choqués, l'État s'y oppose, mais concrètement, que peut-il faire? Les détails tout à l'heure. Palmyre libérée. Et maintenant, chaque défaite de Daesh entame un peu plus son aura d'invincibilité. Mais les prochaines batailles seront les plus dures. Raqqa en Syrie, Mossoul en Irak. Deux villes stratégiques, deux verrous et une stratégie russe déterminante. Le débat est à suivre. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Toutes vos réactions, vos questions via notre hashtag OVPL. Et tout de suite, le repère de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Gérard Larcher presse François Hollande de prendre une décision rapidement sur le dossier sensible de la révision constitutionnelle, incluant la déchéance de nationalité. Le président du Sénat a adressé une lettre au chef de l'État. Il lui demande de trancher entre une suspension du processus ou la poursuite de la navette parlementaire avec un texte complet. Julie Hulin. Lorsqu'il annonçait au lendemain des attentats une révision de la Constitution, François Hollande imaginait-il alors qu'il allait vivre un tel imbroglio politique? Après 4 mois de débats et de controverses, la perspective d'un congrès semble plus que jamais s'éloigner. Si l'article 1, qui vise à la constitutionnalisation de l'état d'urgence, fait l'unanimité, l'article 2 divise profondément les deux chambres. En cause, la fameuse déchéance de nationalité, que l'Assemblée nationale a élargie à tous et que le Sénat souhaite limiter aux seuls binationaux. Depuis quelques jours, les tractations vont bon train pour essayer de faire émerger un consensus. Avec une hypothèse, la poursuite du projet de réforme avec le seul article 1 sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Mais la droite sénatoriale campe sur ses positions, refusant ce qu'elle nomme une demi-réforme. Dans un courrier adressé au chef de l'État, Gérard Larcher suggère 2 solutions. La suspension du processus de révision ou la poursuite de la navette parlementaire sur l'ensemble du texte. Demain matin, François Hollande recevra tour à tour les présidents des deux assemblées. Une rencontre de la dernière chance avant d'annoncer son verdict. Et en ce moment même, le Sénat débat du projet de réforme pénale, un texte que les sénateurs veulent durcir, notamment avec cette question, celle de la perpétuité incompressible pour les terroristes. Faustine Saint-Geniès. Un texte plus musclé et plus sévère, c'est l'empreinte apportée au projet de loi Urvoas par la commission des lois du Sénat à majorité de droite et du centre. Objectif, donner davantage de moyens d'enquête et d'action contre le terrorisme. Parmi les mesures emblématiques voulues par les Républicains au Sénat, la fameuse perpétuité réelle. La période de sûreté a été portée de 22 ans à 30 ans. Dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution, nous sommes allés au plus loin qu'il est possible d'aller. Une mesure qui fait grincer des dents dans l'opposition sénatoriale, mais c'est loin d'être la seule. La commission des lois a donné ce matin un avis favorable à la création d'un délit de séjour sur un théâtre d'opérations terroristes, alors qu'au départ, il devait donner lieu à un contrôle renforcé. Certains socialistes regrettent une surenchère sécuritaire. Même s'il y a à un moment donné des pulsions politiques qui conduisent à faire des textes qui ont une image immédiate et qui n'ont aucun effet réel dans la loi, beaucoup en prendront conscience. Donc moi je ne fais pas le pari que ce sont les amendements démagogiques qui l'emporteront. Le bras de fer sur ce texte s'annonce vif alors que l'examen en séance a débuté cet après-midi. Le vote solennel aura lieu mardi 5 avril au Sénat. Et dans le contexte de la menace terroriste, pas question d'annuler l'Euro 2016. François Hollande l'a confirmé aujourd'hui. Cette compétition de football sera une réponse à la menace selon le chef de l'État. On l'écoute. Nous n'ignorons rien de ce qui s'est produit à Bruxelles. Mais l'Euro 2016 doit être justement une façon de répondre. D'abord, et j'y reviendrai en y mettant toute la sécurité nécessaire, mais en y mettant aussi la mobilisation indispensable. Et c'est cette mobilisation
que je suis venu saluer aujourd'hui. Et ce soir, les Bleus, l'équipe de France de football sont de retour au Stade de France. Plus de 4 mois après les attaques de Paris, nouveau match entre la France et la Russie. François Hollande assiste à la rencontre en ce moment même. Une rencontre placée évidemment sous haute sécurité policière. Nouveau cas de cruauté dans un abattoir. Une vidéo choc montre des mauvais traitements infligés à des animaux dans un établissement des Pyrénées-Atlantiques. Après les cas d'Alès et du Vigan, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll ordonne des inspections dans tous les abattoirs de France. Mounir Soussi. Des images choc pour dénoncer la maltraitance animale. C'est la stratégie de l'association L214 qui a publié cette vidéo tournée en caméra cachée dans l'abattoir de Mauléon-Lichard dans les Pyrénées-Atlantiques. L'établissement est censé être sur le créneau de l'abattage de qualité avec des animaux certifiés label rouge et bio. Les images révèlent des pratiques cruelles où des animaux encore vivants sont brutalement assommés avec des crochets ou égorgés sans étourdissement. L'indignation est totale. Le maire a ordonné la fermeture immédiate. Le patron, qui emploie 33 personnes, va mettre à pied 2 de ses salariés qui apparaissent dans la vidéo. Le ministère de l'Agriculture a aussi réagi. Stéphane Le Foll ordonne au préfet l'inspection de tous les abattoirs du territoire dans un délai d'1 mois. Ce n'est pas la première fois que des révélations de l'association L214 débouchent sur des sanctions. En 6 mois, 2 abattoirs ont fermé temporairement après la diffusion d'images tournées clandestinement. En Syrie, opération de déminage dans la cité antique de Palmyre. Vous le savez, la ville vient d'être libérée de l'organisation État islamique. Des démineurs russes ont rejoint l'armée syrienne pour sécuriser le site. Nous en reparlerons plus en détail à 22h30. Je vous le disais, le Sénat examine actuellement le projet de loi Urvoas sur la réforme pénale post-attentat. Une mesure fait particulièrement débat, la perpétuité incompressible. C'est notre premier débat ce soir. Oui, après la déchéance de la nationalité, voici le débat sur la perpétuité réelle pour terrorisme. Alors, faux débat ou vraie question, en tous les cas, le Sénat veut durcir le texte sur la procédure pénale en discussion. Objectif, renforcer l'arsenal répressif en matière de lutte contre le terrorisme. Et parmi les mesures, il y a cette perpétuité réelle. Autrement dit, une peine de sûreté de 30 ans et même au-delà pour certains. Il y a également d'autres éléments dans ce texte fourni. On va en parler avec nos invités ce soir. Clarisse Taron, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Nous accompagne également ce soir maître Corinne Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocat pénaliste. Et François Grosdidier, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue, sénateur Les Républicains de la Moselle, membre de la commission des lois au Sénat. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur et directeur du site Atlantico. Avant de parler, mesdames, messieurs, du débat sur la perpétuité réelle, François Grosdidier, on sort à peine du débat sur la déchéance de nationalité et la révision constitutionnelle qui a vraiment du plomb dans l'aile. François Hollande recevra demain les 2 présidents, Sénat et Assemblée nationale. Il devrait s'exprimer dans la foulée. Est-ce que pour vous, le projet de révision constitutionnelle est déjà enterré? J'en sais rien et c'est pas très important parce que ça nous a occupé quelques mais semaines et mois de débat. Vous-même aussi d'ailleurs. Pour rien. Parce que il s'agit de mesures symboliques sur lesquelles, qui peuvent être des symboles forts, mais sur lesquels on se bat pour des questions purement virtuelles, alors que la réalité de la lutte contre le terrorisme ne passe pas du tout par ces mesures symboliques. Elle passe par les dispositions dont nous discutons actuellement dans le projet de loi Urvoas et dans lequel nous essayons d'introduire le maximum des propositions de notre groupe Les Républicains, dans ce qui était contenu dans une proposition de loi de Philippe Bas, pour rendre plus efficace, pour adapter notre arsenal on va en parler à tout de la suite, lutte mais contre alors le une terrorisme. question encore plus politicienne, ça ne vous déplairait pas? Et vous avez tout fait pour au Sénat, pour que ce projet de révision constitutionnelle Non, tombe à on l'eau. n'a pas tout fait pour. Nous sommes restés à la fois fidèles au message que nous avons applaudi du président de la République à Versailles et aux engagements internationaux de la France qui ne permettent pas de créer des apatrides. Voilà, donc c'est dans cette double fidélité, tout simplement. Le président, lui, a beaucoup godillé entre les courants de sa propre majorité. C'est pas notre problème. Donc on veut bien de cette réforme, mais qui est purement symbolique, qui ne changera pas. L'essentiel se joue en ce moment, ce soir, là, dans l'hémicycle du Sénat, sur des dispositions sérieuses et pas pour cette réforme. Encore sur ce projet de révision constitutionnelle, peut-être que vous serez d'accord avec le sénateur Les Républicains, justement, Clarisse Taron, sur ce point-là. Non, enfin, on n'est pas d'accord sur la déchéance de nationalité parce qu'on pense que c'est une mesure qui est certes
non seulement symbolique mais inefficace, mais qui est une mesure d'exclusion et qui n'a aucun intérêt dans la lutte contre le terrorisme. Donc on ne peut pas être d'accord avec ce genre de mesure. Et si tout le monde s'accorde à dire qu'elle ne sert à rien, n'envoyons pas ce message qui est absolument insupportable. Je voulais dire d'accord sur le fait que l'édifice constitutionnel soit tombé beaucoup, notamment du fait du Sénat. Peut-être. Est-ce que c'est votre sentiment, Jean-Sébastien Ferjou? C'est la fin, peut-être la fin demain de cet édifice constitutionnel du président? Vraisemblablement, puisque à moins que François Hollande décide de poursuivre la navette parlementaire, mais il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne le voulait pas, on voit mal comment il peut s'en sortir. Il n'y aurait pas de majorité au Congrès pour voter cette réforme constitutionnelle. Et du reste, personne ne va, j'imagine, réellement le regretter, puisqu'on vient de le dire, c'était une mesure à la fois symbolique et pas fondamentalement efficace dans la lutte contre le terrorisme. Mais pire que ça, qui introduisait, moi j'ai pas du tout les mêmes arguments que ceux que vous pourriez avoir, je pense pas que c'était une mesure moralement scandaleuse, simplement elle introduisait de la confusion juridique dans le texte suprême et j'en vois pas du tout l'utilité. Après, moi je pense malgré tout que c'est dangereux d'avoir trop porté le débat sur l'exclusion, parce que la mesure en soi, elle n'est rien. Elle n'est dans l'exclusion que parce que vous le dites. Et il faut faire attention à ces arguments-là parce que les gens. Sauf que les gens les. Oui, mais pardon, parce que les gens les entendent et quand on parle à l'heure actuelle, justement, avec des musulmans notamment, ils ont l'impression, puisque vous croyez-vous une seconde, sérieusement, que François Hollande ait voulu créer 2 catégories de Français, parce que vous jouez avec le feu en introduisant ce genre d'argument. Je suis pas sûre qu'on ait introduit absolument ce débat. Mais que vous, mais tous ceux qui ont utilisé ces arguments-là. Juste le tour de table. Maître, est-ce que vous êtes... alors j'ai failli être d'accord avec monsieur quand il a commencé son propos en disant bah si, parce que le début j'étais d'accord avec vous, la déchéance, la perpétuité réelle, même combat. Ça sert à rien, c'est dangereux et c'est pas du tout dissuasif. On sait très bien qu'aujourd'hui un terroriste, ça l'empêche pas de passer à l'acte. Dissuasif. Si, protéger les Français. Oui, ça c'est sûr. Pas de protéger les Français, tout le monde va être d'accord avec vous, monsieur. Personne ne dira le contraire. Mais ensuite de dire que la lutte contre le terrorisme, c'est ce qui se passe ce soir dans l'hémicycle, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que on a depuis 1996 légiféré pas moins de 25 à 30 lois sur le terrorisme et on en est là aujourd'hui. Alors, François Grosdidier vous le dira sûrement, le contexte a changé. Maître, nous sommes dans une période de menaces permanentes. Qu'est-ce qui vous inquiète? Et je pense que vous vous rejoignez dans ce cas-là avec le syndicat de la magistrature. C'est quoi cette fameuse inflation législative? C'est qu'on se greffe, on suive ce thermomètre justement législatif? On n'a pas arrêté de condamner un événement, une loi. On est reparti vraiment dans ce qu'on a, nous, critiqué quand M. Sarkozy était au pouvoir. C'était systématiquement le cas. Et puis, je crois qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur. Là, on est dans l'émotion, on est dans l'immédiateté par rapport à des faits horribles qui se sont passés. Et c'est pas comme ça qu'on prend les bonnes décisions. Et on ne peut pas toujours surfer sur la peur et l'émotion. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans un pays. Il s'agit de donner des moyens concrets. Il ne s'agit pas du tout de surfer sur la peur. Il ne s'agit même pas, comme le veut la réforme de la Constitution, ne toucher qu'aux symboles. On a une donne nouvelle. Quand, dans ma propre commune, j'ai un gamin de 15 ans qui, lui, contrairement à plein d'autres délinquants, n'est pas terroriste ou fiché S, n'est pas un ancien délinquant, pas un ancien toxicomane, n'a jamais eu de problème scolaire, n'a jamais eu de problème avec ses parents, et qu'il est simplement happé dans sa chambre par son ordinateur et que ses parents s'en aperçoivent quand il prend un billet pour partir en Syrie via la Turquie et qu'il nous alerte. On se rend compte que si on ne peut pas contrôler la toile. Si on n'est pas présent sur la toile, on ne peut rien faire contre ce type de recrutement. Ça n'existait pas il y a un an. Quand on a aujourd'hui des terroristes qui visent aveuglément, non pas des objectifs militaires, des objectifs publics, mais une population civile, y compris d'ailleurs leurs coreligionnaires de façon anonyme. On est tous d'accord sur ça. Il nous faut des moyens, la perpétuité réelle ou très longue, puisqu'il s'agit de 30 ans en fait, on parle de perpétuité réelle, perpétuité garantie jusqu'à 30 ans. Effectivement, c'est quand on se dit que l'objectif de protection contre une réitération va passer avant l'objectif de réinsertion. C'est très important. C'est-à-dire, François Grosdidier, vous n'êtes pas là dans une mesure dissuasive, parce que vous dites, c'est pas parce qu'on va leur dire qu'on va les enfermer 30 ans, mais vous êtes dans l'après, le maintenir dans l'univers protégé donc contre des gens à la dangerosité avérée. La réponse, c'est que d'abord, l'expression même de perpétuité réelle me choque, parce que beaucoup de perpétuités sont une réalité pour les détenus,
Il y a beaucoup de détenus dans ce pays qui meurent en détention, donc il faut arrêter de dire que ça n'existe pas. Il faut arrêter de raconter que l'érosion des peines fait que tout le monde sort très tôt. Depuis au moins 2008, et même avant, on a des mesures qui ne cessent de rallonger la durée des peines et de limiter les possibilités d'aménagement de peine. Mais pardonnez-moi, si ça existe, pourquoi ça vous choque alors qu'on le systématise ou l'automatise pour les terroristes ? Mais parce que dans la mesure où on a un arsenal législatif qui est déjà efficace et qui a déjà énormément de limites pour autoriser par les perpétuités réelles et de dire que quelqu'un ne sortira jamais avant son décès, et même contraire à la CEDH. La CEDH... 30 ans, quand vous êtes condamné à 30 ans, alors, la ça Cour laisse européenne des possibilités. Mais avant d'invoquer justement cette Cour européenne, restons, et vous avez raison de le faire, restons juste dans le débat français. Jean-Sébastien La Cour européenne, elle concerne aussi le débat français. Mais bien sûr, et c'est pour ça que vous le rappelez, parce que ce sont les limites de ce débat. Mais je voudrais juste, aux yeux des téléspectateurs et puis des citoyens français, quelle image donne-t-on aujourd'hui? Après nous être divisés sur la déchéance de nationalité, on se divise sur une autre mesure. Finalement, est-ce que ce ne sont pas là, c'est pas là la victoire aussi des terroristes? Il n'y a pas de tant division que ça, puisque la perpétuité je vais vous réelle citer les à 30 phrases ans de M. Leroux, les phrases de Mme Rachida Dati de votre camp. Les Républicains, M. Larrivé, était adopté par l'Assemblée nationale. Et tout le monde est d'accord. Et nous sommes sur cette ligne. Pas tous dans votre camp. Certains veulent pousser au-delà, mais effectivement, c'est incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice. Jean-Sébastien Ferjaux, c'est aussi clair comme ça entre les deux camps, les positions? Je pense qu'on a une espèce d'obsession française pour le fétichisme du texte, comme si c'était les lois, quelles qu'elles soient, qui allaient permettre d'éradiquer le terrorisme. Après, moi, je pense que ce débat-là est beaucoup plus intéressant que celui sur la déchéance de nationalité, parce que la question de la sévérité des peines se pose, quels que soient les arsenaux législatifs en œuvre. On ne peut pas ignorer que l'ensemble des terroristes auxquels on a fait face ces derniers temps étaient des gens qui ont commencé dans la délinquance, qui ont été condamnés à des petites peines et qui sont sortis de prison très rapidement. Donc, aller expliquer... Oui, mais pardon, mais la pratique du syndicat de la magistrature, parce qu'il n'y a pas qu'une question de texte, il y a aussi une question de culture et de l'esprit dans lequel sont c'est-à-dire, quelle est la culture du syndicat de la magistrature? Je suis contente de l'entendre. Mais il y a une culture de l'excuse, il y a une culture de la trop grande explication, il y a une culture parfois, il faut savoir, moi je pense que le débat sur la perpétuité réelle, il est relativement théorique dans la mesure où effectivement ça n'existera jamais. Il y aura toujours des recours et de toute façon c'est une question en revanche posant celle de la sévérité, un peu comme dans la théorie du carreau cassé à New York. Vous êtes dans la culture de l'excuse? Vous pensez vraiment que nous sommes dans un pays laxiste? Vous savez la surpopulation carcérale qu'on a. Vous savez qu'un homme comme Léger, attendez, ne faites pas dans la dictature de l'émotion. Mais ça n'est pas de l'émotion, madame. Pardon, regardez, mais parlons de cas concrets. Parlons de gens qui précisément étaient condamnés. L'ensemble de ces gens-là ont été condamnés pour des faits de délinquance. On le sait bien que le parcours est toujours le même. Non, monsieur, il faut éliminer les gens. Nous avons des aides d'une dangerosité particulière. Pourquoi nous avons créé cette perpétuité longue, le maximum possible à 30 ans? Je me souviens, j'étais tout jeune député, c'était en 94. Eh bien, c'était notamment pour les assassins et violeurs d'enfants, et on a rajouté, c'était même pas forcément indispensable, mais les assassins de dépositaires de l'autorité publique. Oui. Mais c'était pour ces crimes extrêmes, dont on se rendait compte d'ailleurs que les assassins qui avaient déjà proféré ces actes réitéraient parce qu'ils avaient été libérés de façon légère. Alors, et les magistrats ne sont jamais responsables de leurs décisions. Eh bien, les terroristes aujourd'hui présentent la même dangerosité. Oui, et nous devons aussi protéger nos concitoyens de la meilleure façon possible. Et c'est celle-là. On est d'accord. Les magistrats sont d'abord responsables de leurs décisions, puisqu'il y a des recours possibles et qu'ils sont exercés. Ensuite, on est dans un pays où le nombre de peines longues, c'est-à-dire de 20 à 30 ans de réclusion criminelle, est passé de 2000 à 2014 de 700 à 2000. Il y a 2000 personnes condamnées dans ce pays, il y a 500 personnes condamnées à réclusion criminelle à perpétuité, et il y a 2000 personnes, alors qu'il n'y en avait que 700 en 2000, condamnées à des peines allant de 20 à 30 ans. Un quart des détenus purgent des longues peines. Alors qu'on arrête de dire qu'on est dans un pays angélique avec la culture de l'excuse, c'est pas vrai.
mécaniquement, en ce moment, les peines dans ce pays augmentent. La moyenne des peines, y compris les peines correctionnelles cette fois, augmente de 2 mois par an. Mais parlons de cas concrets, parlons de rédaction, parlez-nous de ces gens-là. Expliquez-nous en quoi vous trouvez... On est dans un pays où les magistrats... Mais arrêtons de nous opposer sur des arguments idéologiques, parlons de cas concrets. C'est pas de l'idéologie, les chiffres. Il y a 2 éléments concrets. Il y a d'un côté Maître et la présidente du syndicat de la magistrature qui vous dit, mais en fait, la perpétuité réelle se pratique. Il y a des exemples. Non. Attendez, j'ai des exemples concrets. Je peux vous les citer, Georges Ibrahim Abdallah ou d'autres. Attendez, on a 3, François Grosdidier, seulement 3, je crois. Vous allez peut-être me corriger, 3 condamnés à la perpétuité maximale à 30 ans. Ça ne veut pas dire, monsieur, vous faites une petite confusion. Attendez, vous faites une petite confusion. Ça ne veut pas dire, parce que des condamnations à la perpétuité réelle n'ont pas été prononcées, que dans la pratique des individus qui ont été condamnés à des peines de perpétuité avec des peines de sûreté de 18 ans, obtiennent automatiquement du juge d'application des peines, du tribunal. Automatiquement, mais on a vu non, des cas... monsieur, je peux vous dire que les aménagements de peine sont très difficiles à obtenir. Dreyfus-Schmidt, je voudrais juste insister sur un point. On a compris quelles sont vos divergences et apparemment elles sont irréconciliables ce soir. Mais François Grosdidier, jusqu'où faut-il aller? Vous dites peut-être une peine de sûreté de 30 ans, d'autres disent 50 ans. Est-ce que face à la menace terroriste persistante et dans un climat préélectoral, eh bien la possibilité de voir ressurgir le débat sur la peine de mort au prochain attentat n'est pas à exclure. Et si précisément nous ne sommes pas capables de défendre la population avec les armes du droit, dans le respect d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, eh bien à ce moment-là, justement, nous créons dans l'opinion l'idée que seule la peine de mort pourra les protéger des individus aussi dangereux que les assassins d'enfants ou des terroristes. Et nous leur expliquons qu'en permettant d'aller au plus loin que nous permet le droit européen, avec cette perpétuité réelle qui permet simplement, effectivement, ce n'est pas un droit, mais qui permet de demander, si on présente des gages de réinsertion, de demander à pouvoir sortir ou bénéficier à partir de 30 ans, c'est la meilleure garantie que nous pouvons apporter. Ça, c'est clair. Attendez, Clarisse, j'ai une question très précise. Je comprends vos réserves, mais par exemple, quand Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, il dit il faut éviter cet enfermement à vie parce que c'est une mort lente. Est-ce qu'il faut entrer dans ce débat qui devient aussi un débat psychologique? Est-ce que vous croyez que c'est le moment de l'avoir? Alors, ce n'est pas un débat psychologique. On est dans un État démocratique dans lequel, effectivement, je pense qu'on a le droit de dire que le sens de la peine, ça n'est pas que l'élimination. C'est-à-dire que la peine, et c'est quelque chose qui a toujours été dit par des juristes depuis toujours, y compris pas des gens de gauche, loin de là. Je pense à André Vitu, qui n'était pas connu pour des idées particulièrement progressistes. De dire que la peine, c'est effectivement un temps de mise à l'écart de la société, mais qui peut préjuger de ce que sera un homme, non pas dans 30, parce qu'en fait on sait très bien que c'est beaucoup plus que 30, que ce que sera un homme dans 30, 40, pourquoi dénier à la sanction toute faculté d'insertion et aussi du temps qui passe. Parce que Jean-Sébastien Ferjand, j'ai l'impression que vous trouvez ce débat surréaliste parfois. Non, c'est pas on ne dénie pas pour l'immense majorité des délinquants. Moi-même, qui ai eu beaucoup à traiter problème de délinquance dans ma propre ville, j'ai toujours regardé des jeunes délinquants comme des jeunes d'abord à réinsérer. Même quand on parlait de sanctions, c'est d'anticiper le retour et la réinsertion. On est quand même, lorsqu'on est sur des prédateurs sexuels qui s'en prennent des enfants, quand on est sur des terroristes, on est sur une catégorie de délinquants dont peut-être quelques-uns pouvoir revenir. Mais on voit que le taux de récidive, en tout cas, est quand même très élevé, que le risque est énorme. Et là, je crois effectivement qu'il y a d'abord un principe de précaution qui doit s'appliquer pour la protection des populations et que pour cette catégorie très limitée d'assassins particulièrement dangereux ou animés par des pulsions sexuelles ou par une idéologie folle, et on n'est encore qu'au balbutiement de la déradicalisation. Ce n'est pas encore ce qu'on arrivera à faire. Mais à ce moment-là, vraiment, c'est la précaution d'abord qui s'impose, excusez-moi, dans ces quelques cas, avant même la réinsertion. Vous vouliez dire quelque chose, oui ? Oui, mais qu'il n'y a pas que ces questions a posteriori de comment on traite les terroristes une fois qu'ils ont commis leurs actes. Encore une fois, essayons de regarder les parcours qui mènent au terrorisme. Ces parcours-là existent. Et moi, mon point, même si encore une fois je trouve que le débat sur la sévérité des peines est un débat qui se pose, mais je suis aussi d'accord avec vous, il ne faut pas par nature exclure la possibilité de la rédemption ou du pardon. Il ne s'agit pas de ça, simplement sur des gens qui sont en train de basculer. Parce que vous nous dites que le nombre de peines longues dans ce pays est en train d'exploser.
d'exploser, mais enfin le trafic d'armes est aussi en train d'exploser. Le nombre de séquestrations à domicile est en train d'exploser. La violence, de manière générale, augmente. Les faits réellement violents. Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas du tout forcément partagé. Il y a quand même une tendance, Écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, posons-nous justement la question de l'a priori, pas uniquement, et celle de la posteriori est effectivement une véritable question. Qui nous dit qu'une personne totalement radicalisée aura changé dans 20 ans ou dans 30 ans? Mais il y aura des recours, vous le savez parfaitement, c'est un peu un faux débat, quoi qu'il en soit. Préoccupons-nous de ceux qui sont condamnés maintenant et de ceux qui sortent rapidement maintenant, parce qu'encore une fois, les terroristes de Bruxelles et de Paris, ce sont ceux-là. Le débat se poursuit au Sénat, il promet d'être durci, enfin les sénateurs promettent de durcir le texte. Qu'est-ce que vous surveillez en priorité? On surveille effectivement ces questions-là. D'abord parce que... Mais quoi, la période de sûreté? Oui, parce que c'est grave de laisser croire à nos concitoyens que tout le monde sort dès qu'il a atteint la fin de sa période de sûreté. Il faut être honnête et raconter comment ça se passe le parcours d'une demande d'aménagement de peine pour quelqu'un qui fait l'objet de ces mesures-là. Ça va être d'abord une obligation d'évaluation, une obligation d'avis d'une commission pluridisciplinaire, une obligation de 3 expertises qui disent que la personne est capable de. Il va y avoir un parcours extrêmement long avec des mesures forcément probatoires. Toute mesure d'aménagement de peine ne sera accordée que pour un temps limité, avec un suivi extrêmement rapproché. Et je peux vous dire que j'imagine que les tribunaux d'application des peines qui les suivront vont pas s'amuser. Mais portons-nous autant d'attention sur des peines plus courtes, justement. Sur un risque J'ai pas énorme. fini. Clarisse Aron, quel est notre souci premier à nous tous ce soir? C'est la protection des citoyens. Selon vous, dans un État démocratique, j'aimerais bien. Oui, bien sûr, mais notre État est démocratique. Et avec le sens de la peine aussi qu'on ne doit pas oublier. Le sens de la peine, c'est protéger, mais c'est aussi réhabiliter, il ne faut pas l'oublier. C'est la révolution, sinon, dans notre système judiciaire. Non, mais je reconnais que là, quand on a affaire à des prédateurs sexuels ou à des terroristes, eh bien, effectivement, on fait passer la protection de la population, peut-être avant la réinsertion, alors que dans les cas de délinquants plus légers, effectivement, on prendra davantage le risque de la réinsertion, même si c'est toujours au préjudice, je veux dire, parfois d'innocents. Et je maintiens, je regrette que les magistrats, comme les experts, ne soient jamais responsables des conséquences. La seule catégorie mène les élus locaux, tous les citoyens, sauf eux, lorsqu'il y a réitération. Il nous reste vraiment une minute. Je voudrais une conclusion de votre part. Je voudrais juste dire que le prisme du terrorisme et du droit pénal en général, ça ne doit pas être de ne se focaliser actuellement, et c'est ce que vous parliez, c'est ce que vous disiez en parlant de prévention, sur la question de la dangerosité. Parce qu'on est en train de déplacer tout le droit pénal de la peine avant des gens qui sont supposés dangereux, et il y a toujours une présomption... Des gens déjà condamnés. Non, mais ils sont condamnés pour terrorisme. Mais quand on parle des mesures par la suite, ce sont des gens qu'on va... Bien sûr, mais ce sont des gens qu'on va présumer... Ah ben si. Parce que au moment de l'évaluation d'une éventuelle mesure, c'est bien sur ce critère-là qu'on va se fonder. Mais pensez-vous que vous puissiez négocier avec un terroriste? Parce que j'ai l'impression qu'on a l'air de considérer que tout ça se passe avec des interlocuteurs qui seraient des interlocuteurs comme vous et moi, et que donc on arrive à se parler et à s'écouter. Et le syndicat de la magistrature rappelle les règles qui existent. Je voudrais qu'on conclue, François Grosdidier, parce que c'est aussi, ça se passe comme vous l'avez dit au Sénat. Quelle peut être la limite? Est-ce que 30 ans de sûreté, 50 ans, est-ce que c'est ça le cœur du débat ce soir? C'est 30 ans. C'est-à-dire c'est une perpétuité réelle, et à partir de 30 ans, j'insiste, on ouvre le droit de demander, effectivement, on ouvre le droit de demander, mais ce n'est pas un droit à obtenir. Et c'est le maximum que permet la jurisprudence européenne, et ça doit permettre, effectivement, de protéger la population, sachant que si quelqu'un présente encore des signes de radicalisation au bout de 30 ans, eh bien, il peut y rester 40 ou 50 ans. Merci en tout cas. Vous avez défendu des avis différents. On suivra évidemment l'évolution du texte au Sénat. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour vos interventions. Restez avec nous. La suite de votre émission est dans l'actualité politique aujourd'hui, à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Eh bien, les règles viennent d'être définies et ça ne plaît vraiment pas à tout le monde. C'est l'édito ce soir.
Réforme du mode de parrainage, réduction de l'égalité de temps de parole entre candidats. Les futures règles pour la présidentielle ont provoqué la colère de certains candidats. On en parle avec Marcelo Westfried. Bonsoir Marcelo. Bonsoir Sonia. À qui ça ne plaît pas d'abord Marcelo? Tous les petits partis, les écologistes, les centristes, le Front National. On va pas être contents les centristes, les petits Exactement. partis, vous dites oui. Et tous crient à l'injustice parce que effectivement il y a de quoi se poser des questions. Comment se fait-il que ce texte-là soit examiné maintenant? Pourquoi, à 1 an de la présidentielle, s'occuper de ce texte-là? Un texte qui, quand même, a été examiné en catimini, jeudi dernier, alors que la plupart des députés étaient dans leur circonscription. Un texte qui a quand même son importance puisqu'il modifie le système des parrainages. Vous savez, les fameuses 500 signatures qui permettent à un candidat de se présenter à la présidentielle. Eh bien, maintenant, ce système-là va changer. S'il avait un avantage, c'est qu'il a été conçu pour éviter les candidatures farfelues, mais ça avait aussi ce mérite d'essayer de limiter un peu les candidatures et notamment de mettre des bâtons dans les roues. C'est aussi comme ça que ça avait été un peu déformé ou dévié. Contre le Front National. Souvenez-vous qu'en 1981, Jean-Marie Le Pen n'avait pas pu se présenter faute de parrainage. Et donc maintenant, qu'est-ce qui change concrètement? Alors ce qui change dans ce système, c'est que c'est fini l'opacité. Place maintenant à la transparence. Les 500 signatures seront toutes rendues publiques. Un citoyen pourra savoir si son maire, son conseiller régional a décidé par exemple d'apporter son paraphe à Marine Le Pen ou à Nathalie Arthaud par exemple. Donc ça, c'est un avantage. En même temps, c'est sûr que, évidemment, pour ces élus qui donneront leur paraphe, ils risquent de subir davantage de pression. Peut-être certains se verront-ils menacés de perdre par exemple une subvention. Il y a un autre changement dans ce qui a été discuté, c'est la question du temps de parole des candidats. Jusqu'à maintenant, pendant la campagne officielle, il y avait un temps de parole, une égalité de temps de parole, c'est-à-dire que chacun avait le même temps de parole, que ce soit François Hollande ou Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Là, désormais, ça va être limité et l'essentiel du temps de parole dans les médias sera ce qu'on va appeler, dicté par la notion d'équité, c'est-à-dire de place du candidat dans la campagne. C'est évidemment une notion beaucoup plus subjective, c'est le CSA qui arbitrera, ce sera en fonction des sondages et c'est sûr que c'est la prime au gros. Et donc, qui est perdant? Eh bien, sont perdants, évidemment, les partis dont on a parlé. Le PS a lancé cette manœuvre, ou en tout cas cette réforme, avec, il faut le noter, un parti, les Républicains, qui ont tacitement accepté cette réforme. Seulement, voilà, le Front National, lui, n'a pas de problème à se faire. C'est la première fois dans son histoire que son candidat est tranquille, puisqu'il a maintenant aucun problème pour avoir ses 500 signatures. Le FN a 358 conseillers régionaux, il a à peu près 80 élus départementaux, il a une douzaine de maires. Marine Le Pen ne craint rien. En revanche, c'est un problème pour la société civile, pour les petits partis. Alors les centristes m'en voudront aussi, mais l'UDI sera aussi dans ce cas-là. Bref, en période de tripartisme, c'est pas malheur aux vaincus, c'est malheur aux petits. Exactement, à suivre donc, ça coince, ça grince. Merci beaucoup Marcelo pour votre analyse. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Tout arrêter ou reprendre la navette parlementaire. Dans une lettre ce soir, Gérard Larcher demande à François Hollande de prendre une décision quant à l'avenir de la réforme constitutionnelle. Demain matin, le chef de l'État recevra les présidents des deux assemblées. Il devrait prendre la parole à l'issue de ces rencontres. Et puis on l'a appris tout à l'heure, Geoffroy Didier est candidat à la primaire de droite pour 2017. Le vice-président Les Républicains de la région Île-de-France et cofondateur de la droite forte. Dit vouloir être le candidat du bon sens, il veut, dit-il, mettre fin à l'entre-soi des professionnels de la politique. Les suites des propos controversés du ministre de la Ville, Patrick Kanner, a évoqué la présence en France d'une centaine de Molenbeek. Des propos stigmatisants pour certains envers les quartiers sensibles. Le Premier ministre Manuel Valls ne désavoue pas vraiment les propos de son ministre, Jordan Klein. C'est une phrase lancée ce week-end qui a créé la polémique. Il y a aujourd'hui, on le sait, une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec ce qui s'est passé à Molenbeek. Pour le ministre, Molenbeek, c'est aussi une concentration de pauvreté, de chômage et de dérives ultra-communautaristes. Entre stigmatisation et lucidité, les élus de droite applaudissent une prise de conscience de la part du gouvernement. Un peu de langage de vérité ne nuit pas. Donc quelqu'un qui dit il y a des quartiers difficiles, sensibles, où on a laissé s'installer le communautarisme. Et il faut être franc,
gouvernement de gauche ou de droite. Le cabinet du ministre a tenu à justifier ces chiffres. Selon lui, il s'agit de quartiers cumulant les handicaps sociaux figurant sur la liste des zones prioritaires. À gauche, les politiques sont plus mesurés et pointent du doigt des amalgames. Il ne faut pas non plus stigmatiser, dire voilà, c'est un quartier difficile, donc stigmatisation, donc radicalisation, donc terrorisme. Aujourd'hui, devant les députés socialistes, Manuel Valls a approuvé les propos de son ministre, même si le chef du gouvernement a jugé difficile les comparaisons. Déontologie des fonctionnaires maintenant. Les parlementaires ont abandonné l'idée d'un droit de réserve dans la fonction publique lors d'une commission mixte paritaire. Assemblée nationale et Sénat sont finalement tombés d'accord sur un texte commun. Flora Sauvage. C'est un amendement qui risquait de mettre le feu aux poudres. Face aux 5,4 millions de fonctionnaires, le Sénat a fait machine arrière. L'auteur de l'amendement, René Van Dierendonck, souhaitait inscrire dans le marbre le devoir de réserve des agents de l'État. Actuellement, ce devoir impose aux fonctionnaires de s'exprimer avec une certaine retenue, même en dehors de leur service. Ils doivent aussi éviter toute expression d'opinion de nature à porter atteinte à l'autorité de la fonction. Cette obligation de réserve existe, même si elle n'a pas à être mentionnée dans le texte. Donc j'ai retiré l'amendement en question. En commission mixte paritaire, les sénateurs ont cherché le compromis avec les députés. Les organisations syndicales, tout comme la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, étaient opposées à la mesure. Nous avons renoncé à l'inscrire dans la loi, à regret, pour permettre le bon aboutissement de cette commission mixte paritaire, de même que nous avons accepté de renoncer à l'inscription du délai de carence de 3 jours pour les fonctionnaires. Par ailleurs, il n'y aura pas d'exclusion temporaire d'un fonctionnaire sans obligation préalable d'un conseil de discipline. Et ce conseil sera toujours présidé par des magistrats administratifs. Enfin, concernant le temps de travail des agents publics, la réflexion est reportée. En Syrie, c'est peut-être un tournant dans la guerre. Les combattants djihadistes viennent de perdre la ville de Palmyre. Daesh recule, on en parle tout de suite avec Sonia et ses invités. Oui, c'est bien sûr un symbole très fort. Palmyre, la perle du désert, libérée. Le territoire de l'organisation terroriste Daesh se rétrécit et cette fois-ci, les reculs sont importants. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes dans cette guerre et surtout le rôle de l'autre coalition syro-russe qui a permis ces avancées? On en parle avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord les faits autour de la reprise de Palmyre avec Julie Hulin. Il aura fallu près de 3 semaines d'intenses combats pour que l'armée syrienne, aidée par les forces spéciales russes, reprenne le contrôle total de Palmyre. Palmyre libérée après 10 mois sous le joug de l'État islamique. Mais Palmyre endommagée par les combats. La cité antique syrienne, vieille de 2000 ans et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été partiellement ravagée par les djihadistes. Selon les experts, il faudra au moins 5 ans pour réhabiliter les monuments détruits. Une ville défigurée, mais une grande victoire pour les présidents russes et syriens, qui annoncent d'ores et déjà vouloir poursuivre l'offensive vers Deir ez-Zor et Raqqa, le fief de l'État islamique. Avec la reconquête de Palmyre, Bachar al-Assad consolide son pouvoir, se réjouissant de ce qu'il nomme un exploit important. La coalition occidentale est, elle, restée très discrète ces derniers jours, conscient que cette victoire pèsera lors de la reprise des négociations de Genève dans 2 semaines, avec l'objectif, encore lointain, d'installer une paix durable en Syrie. Et on en parle avec nos invités, le général Vincent Desportes. Bonsoir et bienvenue, général de l'armée de terre, ancien directeur de l'école de guerre, également professeur associé à Sciences Po et auteur de ce livre, La dernière bataille de France, chez Gallimard. Merci de nous accompagner. Frédéric Pichon est là, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur, professeur, consultant en géopolitique et auteur de livres très remarqués, Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé, écrit en 2014. On va avoir l'occasion d'en parler. Et Denis Beauchard nous accompagne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Conseiller pour le Moyen-Orient à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, ancien ambassadeur en Jordanie. Alors messieurs, général, pendant des mois, on nous disait, avec renfort de communiqué, que le groupe terroriste Daesh perdait du terrain. On avait d'ailleurs des pourcentages, 17%, 20% en moins. Puis là, les reculs sont flagrants, les revers importants. Quel a été, selon vous, le déclic sur le terrain ? Alors d'abord, si vous voulez, on est dans une zone désertique, donc on perd Palmyre, donc on recule largement. On ne recule pas de tranchée en tranchée, comme on a reculé ou avancé en 14. Donc on est par bond important jusqu'au moment où on arrivera dans le dur. Et là, ce sera un peu différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sait pas si c'est véritablement une défaite ou un repli tactique. Enfin, c'est probablement un peu des deux.
Pourquoi Palmyre est tombé? Palmyre est tombé parce que les Russes ont voulu que Palmyre tombe et que Assad ait une première victoire, je dirais, symbolique. Mais il est clair que l'armée syrienne n'aurait pas réussi à prendre Palmyre si M. Poutine ne l'avait pas souhaité. Donc le déclic, c'est la volonté partagée, commune, d'avoir une victoire tactique sur le terrain. Et c'est peut-être, on l'a dit, et M. Poutine a dit qu'il allait partir, c'est peut-être un dernier geste fait par M. Poutine avant de dire à Assad, bon, ben maintenant, c'est à toi de faire et de t'engager dans les pourparlers de manière à ce que les choses avancent. Oui, on va en parler. C'est vrai que Vladimir Poutine avait dit 4 mois et c'est effectivement 4 mois sur le terrain. Il y a eu un vrai basculement, Denis Bouchard, dans cette guerre. L'action russe avait été beaucoup critiquée au départ pour avoir visé les positions de l'opposition syrienne. Aujourd'hui, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre une critique contre Poutine. Les plus virulents de ses adversaires ne parlent plus. Oui, en tout cas, les critiques se font effectivement plus discrètes. Il est sûr que dans ce conflit syrien, il y a une puissance qui est effectivement très déterminée, c'est la Russie. Alors que du côté occidental, on flotte beaucoup, que la seule détermination des Américains, c'est surtout d'éviter de se replonger dans un engrenage au Moyen-Orient. L'Iran est également déterminé. Je pense que dans cette affaire de Palmyre, il y a eu conjonction à la fois des Russes, mais également sur le sol de milices chiites et le Hezbollah. Et du Hezbollah, donc je dirais armés, formés, pour ne pas dire manipulés par l'Iran. Mais je pense que c'est effectivement très important sur le plan politique. C'est la première fois qu'il y a un engagement aussi net du régime et des Russes contre Daesh, car effectivement, pendant longtemps, on a eu l'impression, à juste titre d'ailleurs, qu'il y avait une certaine complaisance du régime à l'égard de Daesh. Et ce n'est que relativement récemment, avec quelques frappes sur Raqqa, que les Russes ont commencé à, je dirais, frapper Daesh. Et le résultat là, en tous les cas, on a l'impression, Frédéric Pichon, vous allez me dire si vous êtes d'accord, général, qu'il y a une véritable schizophrénie, y compris dans les médias. C'est-à-dire, évidemment, tout le monde se félicite de la libération de Palmyre, et comment aurait pu-il être autrement, mais en même temps, on ne précise pas ou pas assez qui a permis cela. Probablement les bombardements américains, mais le Hezbollah, Poutine, les agents encore russes présents, et puis le régime syrien de Bachar al-Assad. Il y a quand même le revers de la médaille à cette victoire, pour beaucoup. Oui, mais bon, le temps médiatique, on le voit bien évoluer. Moi, ça fait 5 ans que je suis cette crise. Ça dépend. C'est vraiment au gré d'événements aussi symboliques, effectivement, la prise de Palmyre. Vous allez voir que, et d'ailleurs, on l'a déjà vu, par exemple, certains journalistes vont commencer à parler de l'armée syrienne et non plus l'armée de Bachar el-Assad ou les avions de Bachar el-Assad. Bon, ça fait partie des petits infléchissements. On a l'impression que c'est l'armée syrienne libre. D'ailleurs, il peut y avoir une confusion. En plus, sauf que l'armée syrienne libre, elle n'existe encore moins que l'armée syrienne gouvernementale. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on a une certaine schizophrénie et puis on n'a pas d'alternative pour le moment. Le timing qu'a imposé aussi l'État islamique avec les attentats en Europe, en quelque sorte, alors donne du crédit à un certain nombre de théories complotistes aussi, qui consistent à vraiment revenir sur cette idée que si on était intervenu en 2013, ça se serait pas passé comme ça, ou alors que c'est Bachar el-Assad qui a créé l'État islamique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour essayer ça, vous l'entendez en haut du sommet de l'État français. C'est pas un complot, c'est ce qu'ils disent. Écoutez, ce soir, Jean-Marc Ayrault a l'air de trouver positif que Palmyre ait été libérée de Daesh. Tout en rappelant la suite de la phrase. J'ai pas lu peut-être la suite de la phrase. Et que le régime est responsable de tous les crimes et atrocités. Ah oui, d'accord. Non, mais dans l'émergence de l'État islamique, ça a été quelque chose, une espèce de fable assez commode qui permettait de renvoyer dos à dos les acteurs. Là, effectivement, le problème se pose différemment. Général, vous, depuis le début, et on vous entend souvent à la radio et on vous voit à la télévision, vous dites c'est une erreur de se passer de Vladimir Poutine, de ne pas collaborer main dans la main. On voit aujourd'hui, même pour les plus sceptiques de l'époque, vraiment, il y a le résultat concret, mais pour autant, vous ne voyez pas avec des lunettes roses cette coalition entre la Russie, la Syrie et le Hezbollah.
Des lunettes roses. Non, ce que je sais en tant que Français, c'est que mon adversaire, c'est Daesh. Et quand je trouve des gens qui s'unissent pour arriver à en limiter la puissance, moi, je ne peux que me réjouir. Ça fait longtemps que les Français raisonnables savent que l'ennemi n'est pas M. Assad, c'est justement Daesh. Ça fait longtemps qu'on aurait dû aider, peut-être pas M. Assad, mais le régime syrien, et donc pendant un moment M. Assad à vaincre Daesh. Ce qui est terrible, c'est que ce ne soit pas nous qui l'ayons fait, mais que ce soit M. Poutine, et que l'Occident, dans cette affaire-là, ne fait pas grand-chose, et que c'est M. Poutine qui tire les cartes, qui avance. Qu'est devenue la diplomatie occidentale? Qu'est devenu le leadership occidental? Rien. Là, c'est un naufrage, et je suis évidemment le premier à le regretter. Pour le coup, c'est vrai, Denis Bauchère, on se demande où est l'Europe là. L'Europe en tant que telle n'est certainement pas présente, mais manifestement à la manœuvre, il y a les Russes, les Américains, sans doute les Saoudiens et les Iraniens, mais certainement pas la France. Alors que je dirais la Syrie, comme le Liban, était une zone, je dirais, avec laquelle la France avait historiquement et depuis très longtemps des relations fortes. Alors là, je veux juste qu'on précise, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On parle de Palmyre. Palmyre a été libéré et tout le monde s'en félicite. Frédéric Pichon, il faut rappeler que peut-être c'est le plus dur qui est à venir. On a souvent parlé de ces deux villes stratégiques, ces deux verrous, Raqqa en Syrie, Mossoul en Irak. Là, c'est une autre partie qui se jouera. Oui, alors là, du point de vue de la tactique militaire, évidemment, ça va être autre chose. Et je pense que le général en parlera mieux que moi, mais on comprend bien que des villes à forte densité urbaine, des zones à forte densité urbaine, et surtout en particulier Mossoul, alors ça, ce ne sera pas du domaine russo-syrien, hein, mais ça va être une autre paire de manches, hein, comme on dit. Là, je pense que vont se jouer un certain nombre de questions, notamment la question des dommages collatéraux, la manière dont le traitement médiatique de ces dommages, parce que c'est ça de plus en plus qui importe aussi durant les guerres que nous menons et que l'Occident mène. Et puis, il faudra voir aussi qui libère ces territoires. Mais c'est tout à fait autre chose que cette affaire de Palmyre. C'est intéressant, qui libère ces territoires, oui. Ça, c'est une vraie difficulté, en particulier du côté irakien, où les troupes sont chiites, et on libère un territoire sunnite. Et ça va naturellement poser des problèmes. Gagner la guerre, c'est peut-être possible, mais ensuite contrôler ce territoire, ce sera beaucoup plus difficile, parce que je ne suis pas sûr que les populations de Mossoul voient d'un très très bon œil justement ces milices chiites ou l'armée irakienne chiite revenir prendre les commandes. C'est pas du tout sûr. Alors vous parlez des problèmes militaires, il est évident que ça n'a rien à voir. D'abord, il y a un principe simple, c'est que plus on recule, plus on se renforce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forces de Daesh, volontairement ou non, sont en train de se concentrer sur le califat utile, en quelque sorte. Et plus on est concentré, plus on se bat, et puis moins on peut reculer. Donc, ce sera probablement très très difficile. Et comme vous le disiez, le problème, c'est le problème des dommages collatéraux. Si on pouvait prendre des villes ou attaquer les villes comme les Américains l'ont fait en 1944 en France, si pour prendre Salaud on le rase, alors ce serait facile, mais on ne le fait plus, et heureusement. Donc on ne va pas libérer Mossoul en rasant Mossoul, et donc ce sera... Ça, c'est un élément très intéressant, on ne l'a pas beaucoup entendu dans le débat jusqu'à présent, Denis Bauchard. Non, effectivement, mais je pense qu'il y a une situation assez différente en Irak et en Syrie. En Syrie, l'État islamique n'est pas chez lui, si j'ose dire, parce que l'État islamique, c'est tout de même, comme le disait Frédéric Pichon, c'est à l'origine un mouvement né en Irak, dont les principaux responsables sont irakiens. Donc en Syrie, ils sont un peu les occupants avec une population qui se résigne à sa présence. En plus de ça, il y a les Kurdes du PYD qui sont pas loin. Donc il me semble que la situation de l'État islamique dans la vallée de l'Euphrate, dans la partie syrienne, est certainement assez fragile. L'État islamique est vulnérable. Il n'en est pas de même en Irak, parce qu'en Irak, l'État islamique est chez lui. Et effectivement, se pose le problème de savoir qui va abattre l'État islamique. Les précédents, notamment
sur Tikrit, pris par les milices chiites, ont montré, je dirais, l'ampleur des exactions et donc le contrepoids, le contre-coup. C'est ça, le contre-coup qui fait que les sunnites irakiens préfèrent à tout prendre rester sous la domination de l'État islamique. Militaire, mais il y a cet aspect-là Donc qui est politique majeur. je pense que le scénario qui est en train de s'organiser, semble-t-il, à Bagdad, c'est d'avoir des troupes sunnites suffisantes, appuyées par les tribus, suffisantes pour aller faire la bataille de Mossoul. Mais à mon avis, ceci va prendre encore quelques temps. Comme troupes à terre, il n'y en aura guère d'autres, parce que les Kurdes, autant les Kurdes sont déterminés à, je dirais, conserver leur territoire et éventuellement l'étendre dans des zones mixtes, autant, à mon avis, ne sont pas capables d'aller conquérir Mossoul. Voilà un sacré défi politique. Je vous rejoins tout à fait sur le découplage. Je pense qu'il faut vraiment découpler la question, si tant est qu'il y a une question sunnite, d'Irak et de Syrie, pour les raisons que vous avez indiquées, et aussi parce que je vois se profiler la fausse bonne idée d'un Sunnistan. Ça a commencé à naître dans les colonnes de certains think tanks à Washington. Mais c'était déjà, je crois, à l'époque, bien avant. C'était même écrit, je crois, si j'ai bien lu le livre d'Hillary Clinton, c'est presque écrit noir sur blanc. Alors ça s'appelle typiquement la fausse bonne idée. D'abord parce que effectivement les Arabes sunnites, pas les sunnites, mais les Arabes sunnites de Syrie, je crois, n'ont pas du tout n'ont pas vécu Daesh de la même manière. Et même, il faut quand même le préciser encore maintenant, la majorité de la population syrienne qui vit dans les zones gouvernementales appartient à la majorité sunnite. Alors ça en fait pas d'eux des loyalistes, etc. Mais disons, le pouvoir syrien a eu l'habileté d'associer quand même depuis les années 90, depuis l'Intifada, une partie en tout cas de la bourgeoisie. D'où la complexité militaire et politique avant d'arriver à ces verrous. Voilà, mais Sunnistan, fausse bonne idée, parce que alors là, c'est la porte ouverte à toutes les épurations ethniques au nom de grands principes, comme on l'a fait. Et de créer un monstre, ça peut pas être pire que ce qu'il y a. Mais je vais vous laisser réagir à cela, Général. Deux questions, parce que vous avez dit tout à l'heure le califat utile, une expression très intéressante. Mais est-ce que ce repli peut aller au-delà? Et c'est la question là que vous avez beaucoup sur les réseaux sociaux, le repli sur le front libyen. Est-ce qu'il y a vraiment ce phénomène de vase communicant? Est-ce si facile de transférer leur quartier général, si je puis dire, du théâtre syro-irakien au théâtre libyen? C'est évidemment très compliqué. C'est évidemment très compliqué. Même ça ne peut pas se faire. Et qu'il y ait des infiltrations, des passages, etc. Mais on ne peut pas avoir d'un coup un état-major passer de Raqqa à Sirte. Ça n'a évidemment pas de sens. Mais ceci dit, ces questions sont intéressantes parce que le Daesh peut être battu, mais une fois que Daesh est battu, le Troisième Reich est tombé quand Hitler est mort. Mais là, le califat ne va pas tomber quand al-Baghdadi sera mort. Ça ne va pas se passer comme ça. Et donc Daesh va pouvoir disparaître à nouveau, éventuellement réapparaître. Et on voit bien que plus Daesh est attaqué, plus il attaque. Plus il attaque en Inde, plus il attaque en Afrique, plus il attaque chez nous, etc. Donc c'est pas parce que Palmyre est tombé, c'est pas parce qu'éventuellement Mossoul et Raqqa vont tomber que nous en aurons fini avec Daesh. Je dirais peut-être au contraire. Donc, c'est encore une question, ça veut dire qu'il faudrait aussi, en Irak, une solution politique, parce que justement, s'il n'y a plus ces bases de l'État et de l'administration, Daesh pourra prospérer de nouveau. Ah non, mais c'est absolument clair. L'armée ou l'intervention militaire n'est jamais suffisante. À quoi sert une intervention militaire? Elle sert à créer de nouvelles conditions pour parvenir à un résultat stratégique. Donc il est bien évident que la solution politique doit suivre de très très près. Parle là on est parti sur de très nombreuses années. Là. Ah ben écoutez, j'espère que non, parce que si on fait tomber Mossoul demain et qu'on trouve une façon de vivre ensemble dans 5 ans, Daesh va revenir. Donc il faut justement, je ne sais pas quelles sont les solutions prévues ou possibles, mais en tout cas il est clair que la solution politique doit être bâtie immédiatement, de manière à ne pas laisser tomber la toute petite période qui est favorable, qui pourrait permettre l'établissement d'un nouveau vivre ensemble. Et ne pas refaire les mêmes erreurs des Américains qui avaient, on le sait, placé en Irak. Monsieur, c'était... Paul Bremer. Voilà, Paul Bremer, oui. Mais je pense qu'effectivement, c'est ça le problème. C'est qu'à supposer que l'État islamique en tant que tel soit battu, disparaisse, qu'al-Baghdadi meure, il y a derrière une 50 000 combattants djihadistes qui sont, si j'ose dire, en réserve et qui ne vont pas s'évaporer du jour au lendemain.
Et on se souvient qu'en Afghanistan, il y avait ce réservoir de combattants djihadistes que l'on a retrouvé en Bosnie, que l'on a retrouvé en Algérie, et qui ont été ce qu'on appelait les Afghanis d'ailleurs, et qui ont été les acteurs de la guerre civile qui a secoué l'Algérie dans les années 90. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, les gouvernements de différents pays, parce qu'évidemment ces djihadistes ont différentes nationalités, la Tunisie, la France, sont inquiets de ce reflux, de ce repli de djihadistes qui peuvent aussi penser à revenir à une période de repli avant peut-être de repartir. Comment on va gérer ça? C'est un point essentiel. Effectivement, il y a deux problèmes, c'est les étrangers, et il y en a beaucoup, parce qu'on est dans une structure territorialisée du djihad, mais en même temps qui a servi d'aimant pour le djihad mondial. Donc il y a les étrangers et puis il y a les locaux aussi. Et là, alors moi je pensais peut-être une autre solution. Enfin, c'est pas que je pense, je regarde rétrospectivement la manière dont la Russie a géré la crise tchétchène lors de la deuxième guerre de Tchétchénie. La deuxième guerre de Tchétchénie, si on regarde bien, elle n'a pas été gagnée militairement. Elle a été gagnée effectivement au départ, mais c'est parce que politiquement, Poutine a trouvé Kadyrov. Et à la limite, une solution pourrait être d'arriver à renationaliser en quelque sorte les acteurs, y compris les islamistes. Bien, vous voulez dire les réintégrer dans le jeu? Réintégrer dans le jeu. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. On peut pas. Alors, en Allemagne, en 1945, on les a décapités. Bon, on a réintégré, on a gardé les structures quand même, mais c'est peut-être un Kadyrov. Général, les grands stratèges pensent déjà à ce genre de solution? Écoutez, j'espère bien. Les Russes y pensent, je pense. Non, mais j'espère bien. Il va bien falloir soit détruire, soit déradicaliser, en quelque sorte, les gens qui sont en train de se battre. Moi, ça me paraît tout à fait possible, parce que pour une partie d'entre eux, on a bien eu une adhésion de circonstances à Daesh, deux circonstances ou un peu poussées, si vous voulez. Donc il est clair qu'une partie des Daeshois ou des Daeshistes va assez facilement, probablement, adhérer à une solution politique convenable dans laquelle les sunnites joueraient la partie égale avec les chiites, ça c'est absolument sûr. Mais néanmoins, une partie d'entre eux va sûrement disparaître dans la nature et on les retrouvera quelque part. On les retrouvera pour partie chez nous et on les retrouvera aussi pour partie en Libye. Parce que même si ce n'est pas facile, on ne peut pas déplacer brutalement l'état-major d'un côté à l'autre, on peut progressivement aller renforcer les rangs de Daesh en Libye. C'est pour ça qu'on aurait tort aujourd'hui de ne pas faire très attention à ce qui se passe en Libye. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut agir assez rapidement. Le problème libyen... Général, pardon, vous savez déjà, vous le savez probablement, que des forces françaises, je ne sais pas ce qu'il faut les appeler spéciales, vous le savez mieux que moi, agissent. Il y a des opérations ponctuelles, il y a même des opérations en mer, dit-on, qui ont bombardé certains convois. Il y a des opérations, ça vous le savez, vous pouvez le confirmer, je crois que c'est un secret de polichinelle. Écoutez, on le dit, mais il ne s'agit pas d'opérations ponctuelles. À un moment donné, en Libye, ça fait presque 2 ans que la France dit qu'il faut faire quelque chose en Libye. On ne l'a pas fait pour un problème de moyens militaires. Vous savez que l'armée française, c'est quelque chose qui a presque disparu. Et par mauvais souvenir, non, de l'intervention en 2011 aussi. Oui, mais on a aussi une espèce de... On a une responsabilité en Libye, que nous n'avons pas au Moyen-Orient, mais que nous avons en Libye. Mais je crois qu'en Libye, certes, ce que font les forces spéciales dont vous nous parlez, ils sont en train de modeler, de préparer l'intervention, de la rendre possible. Mais je crois qu'assez rapidement, il faudra y aller, parce qu'effectivement, le problème qu'on va peut-être régler au Moyen-Orient, on risque de le retrouver cette fois-ci à 300 km des côtes de l'Europe. Sans oublier les migrants, puisqu'on parle de centaines de milliers de migrants qui sont à la frontière. On est à quelques heures de vol. Voilà, 800 000. Exactement. 800 000. On est à quelques heures de vol de l'Europe. Il faut toujours le rappeler quand on parle de la Libye. La stratégie, c'est global. On ne peut pas traiter le Moyen-Orient sans traiter le problème de la Libye. Oui, effectivement. Mais la Libye, la problématique est sans doute un petit peu différente tout de même. Le problème actuellement, c'est effectivement une espèce de trou noir où se promènent les ombres de 3 gouvernements rivaux, mais aucun de ces gouvernements n'est favorable à une intervention, et la Tunisie et l'Algérie sont également hostiles à l'intervention. Donc ce sera assez compliqué de monter une véritable intervention, même si je pense que du côté égyptien... Avec surtout un nouveau président américain, une campagne électorale française, sans compter toutes ces données internes. Je sens mal. Pour conclure, Frédéric Pichon. Écoutez, je crois que ce que disait le général Desportes est tout à fait exact. C'est-à-dire que depuis 30 ans, les dynamiques de la mondialisation ont quand même sacrément érodé les autorités étatiques, et que c'est à la faveur quand même de la constitution
de sanctuaires ou de zones grises ou d'états déliquescents que le terrorisme peut se développer. Donc je pense que la priorité, c'est aussi l'éradication de telles zones, mais ce n'est pas une tendance lourde de la mondialisation, me semble-t-il. Mais c'est important, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. J'espère que les téléspectateurs l'auront trouvé passionnant aussi, mais en tout cas, c'est une analyse bienvenue. Merci, messieurs. Et à présent, tout autre chose. Une parenthèse dans votre émission, c'est la rubrique La folle histoire des lois. Vous le savez, c'est le retour sur la naissance ou l'évolution d'une loi, et ceci d'une manière décalée. Regardez. Merci bien, c'est passionnant. Vraiment, tout est clair, vraiment. Je vous remercie, à bientôt. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le corps de la victime que l'on examinait, mais celui de l'accusé. Pour savoir s'il disait vrai, l'accusé était soumis à l'ordalie. On plongeait sa main dans l'eau bouillante, puis on la plaçait dans un étui de cuir. Si au bout de 3 jours, la brûlure avait mauvais aspect, cela signifiait que l'accusé, impur, avait menti. Ah! Il est coupable, c'est sûr! Regardez, il y a même du pu. Il doit nous cacher autre chose. À l'époque des rois francs, l'accusé devait prouver son innocence en jurant devant Dieu. Mais en cas d'accusation grave, il devait trouver d'autres personnes prêtes à jurer avec lui, des co-jureurs. Dame Frénégonde, soupçonnée d'adultère par son mari le roi Chilpéric, prêta serment accompagné de 300 co-jureurs et de 3 évêques. Reine Frédégonde, jurez-vous devant Dieu ne point avoir commis d'adultère? Je jure! Alors, c'est qui avait raison? L'accusé pouvait également faire appel à un témoin, à la condition que ce témoin soit irréprochable. C'est-à-dire ni une femme de mauvaise vie, ni, évidemment, un étranger. Au XIIIe siècle, apparaît la question, moyen de preuve consistant à torturer l'accusé en pleine salle d'audience pour obtenir un aveu. On affectionnait particulièrement la question de l'eau, une ingestion forcée de grandes quantités d'eau qui ne laissait aucune mutilation sur l'accusé. Faites attention au parquet quand même, hein. En 1789, les révolutionnaires déclarent que tout homme est présumé innocent et qu'en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé. Mais demeure encore aujourd'hui la règle de l'intime conviction qui permet au juge de condamner non sur la base d'une preuve, mais d'un ressenti. Ce qui nous montre scientifiquement que l'accusé ne pouvait être sur les lieux au moment du crime. Oui, mais non. Moi, je pense quand même qu'il est coupable. Allez, 15 ans. 15 ans. On s'oppose vite. Voilà pour cette parenthèse. Il est 23h, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Une lettre pour agir rapidement. Ce soir, Gérard Larcher presse François Hollande sur le dossier épineux de la révision constitutionnelle. Le président du Sénat lui demande de trancher, tout arrêter ou reprendre la navette parlementaire sur un texte au complet. Le chef de l'État pourrait s'exprimer demain, Julie Hulin. Lorsqu'il annonçait au lendemain des attentats une révision de la Constitution, François Hollande imaginait-il alors qu'il allait vivre un tel imbroglio politique? Après 4 mois de débats et de controverses, la perspective d'un congrès semble plus que jamais s'éloigner. Si l'article 1, qui vise à la constitutionnalisation de l'état d'urgence, fait l'unanimité, l'article 2 divise profondément les deux chambres. En cause, la fameuse déchéance de nationalité, que l'Assemblée nationale a élargie à tous et que le Sénat souhaite limiter aux seuls binationaux. Depuis quelques jours, les tractations vont bon train pour essayer de faire émerger un consensus. Avec une hypothèse, la poursuite du projet de réforme avec le seul article 1 sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Mais la droite sénatoriale campe sur ses positions, refusant ce qu'elle nomme une demi-réforme. Dans un courrier adressé au chef de l'État, Gérard Larcher suggère 2 solutions. La suspension du processus de révision ou la poursuite de la navette parlementaire sur l'ensemble du texte. Demain matin, François Hollande recevra tour à tour les présidents des 2 assemblées. Une rencontre de la dernière chance avant d'annoncer son verdict. L'examen au Sénat du projet de réforme pénale post-attentat est toujours en cours ce soir. Un projet porté par le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Le Sénat veut muscler le texte avec, nous en parlions tout à l'heure, une mesure de perpétuité réelle pour les terroristes. Faustine Saint-Geniès. Un texte plus musclé et plus sévère, c'est l'empreinte apportée au projet de loi Urvoas par la commission des lois du Sénat à majorité de droite et du centre. Objectif, donner davantage de moyens d'enquête et d'action contre le terrorisme. Parmi les mesures emblématiques voulues par les Républicains au Sénat, la fameuse perpétuité réelle.
La période de sûreté a été portée de 22 ans à 30 ans. Dans le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution, nous sommes allés au plus loin qu'il est possible d'aller. Une mesure qui fait grincer des dents dans l'opposition sénatoriale, mais c'est loin d'être la seule. La commission des lois a donné ce matin un avis favorable à la création d'un délit de séjour sur un théâtre d'opérations terroristes, alors qu'au départ, il devait donner lieu à un contrôle renforcé. Certains socialistes regrettent une surenchère sécuritaire. Même s'il y a à un moment donné des pulsions politiques qui conduisent à faire des textes qui ont une image immédiate et qui n'ont aucun effet réel dans la loi, beaucoup en prendront conscience. Donc moi je ne fais pas le pari que ce sont les amendements démagogiques qui l'emporteront. Le bras de fer sur ce texte s'annonce vif alors que l'examen en séance a débuté cet après-midi. Le vote solennel aura lieu mardi 5 avril au Sénat. Une semaine après les attaques de Bruxelles, le bourgmestre de la capitale belge est venu à Paris. Une visite d'Yvan Mayer pour s'inspirer de la gestion parisienne dans cette période post-attentat. Et puis, dans l'enquête de l'attentat déjoué en France, Anis B., le Français arrêté dimanche à Rotterdam, aux Pays-Bas, a refusé son extradition vers Paris. Il est soupçonné d'avoir été mandaté par Daesh pour commettre une attaque. L'autre suspect, Reda Cricket, arrêté en France, vient de voir sa garde à vue prolongée de 24 heures. C'était la première fois qu'il revenait au Stade de France depuis la soirée dramatique du 13 novembre. Les Bleus ont affronté ce soir la Russie en match amical, un match remporté par la France 4-2, un match sous haute surveillance, un test en vue de l'Euro 2016. François Hollande était présent, le chef de l'État a réaffirmé aujourd'hui que la compétition de football se tiendrait malgré la menace. Après Alès, après le Vigan, nouveau cas de maltraitance animale dans un abattoir des Pyrénées-Atlantiques. Une vidéo choc montre des actes de cruauté. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a ordonné des inspections dans tous les abattoirs de France. Mounir Soussi. Des images choc pour dénoncer la maltraitance animale. C'est la stratégie de l'association L214 qui a publié cette vidéo tournée en caméra cachée dans l'abattoir de Mauléon-Lichard dans les Pyrénées-Atlantiques. L'établissement est censé être sur le créneau de l'abattage de qualité avec des animaux certifiés label rouge et bio. Les images révèlent des pratiques cruelles, où des animaux encore vivants sont brutalement assommés avec des crochets ou égorgés sans étourdissement. L'indignation est totale, le maire a ordonné la fermeture immédiate. Le patron, qui emploie 33 personnes, va mettre à pied 2 de ses salariés qui apparaissent dans la vidéo. Le ministère de l'Agriculture a aussi réagi. Stéphane Le Foll ordonne au préfet l'inspection de tous les abattoirs du territoire dans un délai d'1 mois. Ce n'est pas la première fois que des révélations de l'association L214 débouchent sur des sanctions. En 6 mois, 2 abattoirs ont fermé temporairement après la diffusion d'images tournées clandestinement. Plus de 5,2 millions d'euros, c'est la rémunération de Carlos Tavares. En 2015, le patron de PSA Peugeot Citroën a vu son salaire doubler alors que les résultats du groupe se sont améliorés. Une augmentation qui passe mal, Mounir Soussi. Il était venu pour redresser PSA. 3 ans après l'arrivée de Carlos Tavares, le groupe a renoué avec les bénéfices au prix d'un plan de restructuration drastique où 17 000 emplois ont été supprimés. L'annonce du doublement de son salaire en 2015, où il a touché 5,2 millions d'euros, a du mal à passer chez les syndicats qui jugent cette rémunération indécente. L'État, pourtant actionnaire à hauteur de 13%, n'a pas pu empêcher cette augmentation. Si nous étions dans une entreprise où l'État a 30% ou 40% ou 50%, ça aurait bloqué. Là, nous sommes dans des entreprises où nous avons 12% ou 17%. Dans ces cas-là, si les autres actionnaires ne nous suivent pas, c'est ainsi que cela se passe. Et donc, c'est dommageable. Oui, c'est dommageable. Enfin, chacun le voit bien. Une frustration d'autant plus forte qu'en 2014, l'État avait sauvé le groupe en entrant au capital aux côtés du chinois Dongfeng. Pour le président du MEDEF, si PSA est en bonne santé aujourd'hui, c'est à mettre au crédit de son PDG. Cette rémunération, c'est la rémunération de la réussite. Et en effet, il faut savoir récompenser la réussite. En France, ça marche dans tous les pays du monde comme ça. Dans tous les pays et même en France, Carlos Tavares est loin des émoluments de son homologue chez Renault. En 2015, Carlos Ghosn émargeait à 7 millions d'euros. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et des hebdos. On va commencer, Paul, avec la une du Figaro demain. Le journal revient sur les Molenbeek français, comme certains les appellent, après les propos du ministre de la Ville qui a comparé le quartier bruxellois à certains quartiers français. Une polémique gonfle. Le Figaro propose une plongée dans ces territoires. Aubervilliers, bastion du Parti communiste face au repli communautaire, ou encore des cités de Nîmes, vivier discret du djihadisme, dit le Figaro.
La une de Libération à présent. Et justement, un regard en une de Libération, celui des femmes de talibans au Pakistan. Au lendemain du terrible attentat de Lahore, Libération a pu s'immerger dans le quotidien des épouses des djihadistes afghans réfugiés au Pakistan. Une vie en dehors du monde, dit le quotidien. On découvre la couverture de Charlie Hebdo cette semaine. Une couverture qui revient sur les tragiques événements de Bruxelles et qui fait déjà polémique ce soir. Sonia, le chanteur belge Stromae, caricaturé sur un fond aux couleurs du drapeau belge. Et la reprise d'un de ses tubes, Papa Outé. Alors pas vraiment la même orthographe évidemment. De chaque côté de son visage, des membres déchiquetés lui répondent ici, là, là aussi. On passe à Ouest France. La FNSEA, le syndicat agricole à la une, 70 ans de lutte, dit Ouest France, et son 70e congrès va s'ouvrir à Laval. Depuis 1946, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a marqué l'histoire économique et sociale, raconte le journal. Un commentaire de Patrice Moyon à lire également à propos de la FNSEA. Une forteresse à rénover, dit le journaliste. Le syndicat doit opérer une démarche d'ouverture. Il doit expliquer ce qu'est aujourd'hui l'agriculture en France. Paul, on passe à présent à la revue des Deux Mondes. Une fois n'est pas coutume, la revue propose cette fois un dossier sur la France et ses espions. La France et ses services de renseignement au travers de l'histoire. Éclairage sur le roi du secret, Louis XIV, qui rêvait de contrôler l'information avec un goût particulier pour le secret. Et puis entretien avec Marc Duguin, le romancier qui, vous le savez, place le monde du renseignement au cœur de son œuvre romanesque. Et puis Michel Onfray, également en couverture cette semaine. Et on précise voilà, que le philosophe sera notre invité Exactement. En exclusivité le lundi 4 avril pour le grand entretien pour aller plus loin. Et on finit avec un nouveau magazine, 75. Exactement, premier numéro de 75 de ce mensuel, le mensuel des curieux de Paris. Un magazine inédit qui propose des reportages, des enquêtes. 75 raconte Paris, donne l'information locale en prenant le parti de raconter ses bouts du monde au coin de la rue. Merci beaucoup Paul, à demain. Avec plaisir. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis tout de suite. Comme tous les mardis, ce sont les moments choisis de l'émission Preuve par 3. L'invité ce soir, c'est Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Je vous retrouve avec plaisir demain avec Paul Bouffard, 22h, 23h30 pour vos débats, décryptage et puis de nombreux grands invités à venir pour les entretiens. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.